Le drame de la mine de zinc de Percoa au centre du Conseil des ministres tenu ce vendredi. Le gouvernement dit suivre de près les opérations de recherche des 8 mineurs coincés dans les galeries de la mine. Le gouvernement a aussi réagi sur le salaire des ministres. Aucun ministre n'aurait négocié son salaire selon le porte-parole du gouvernement. Vous l'entendrez en début de journal. 22e Assemblée générale ordinaire du RENLAC, Sagado Nakanambo reconduit au poste de secrétaire général. Pour les 3 prochaines années, il entend travailler à opérationnaliser le centre de formation et de recherche anticorruption et le centre de documentation. À l'heure du bilan, 34 dossiers judiciaires ont été suivis au cours de l'année 2021. Et puis, paiement des redevances des médias privés, le moratoire de la SBT, Société burkinabé de télédiffusion, est arrivé à expiration. Quelle réaction donc des 9 chaînes de télévision privées qui ont vu leurs signaux suspendus en décembre dernier pour une issue favorable? La question a été discutée ce matin entre l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV et le CSC, Conseil supérieur de la communication. On en parle tout de suite. Voilà donc pour le sommaire du 20h que vous avez choisi. Merci de nous rejoindre et bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement suit de près les opérations de recherche des 8 mineurs toujours piégés sous terre dans la mine de zinc de Percoa dans le Sangué. L'affaire était ce 6 mai sur la table du Conseil des ministres. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est une course contre la montre pour tenter de retrouver les mineurs. Autre sujet évoqué avec la presse, la question de la rémunération des membres du gouvernement. Lionel Bilgo a laissé entendre qu'aucun ministre n'a négocié son salaire. Le point de presse du Conseil des ministres avec Michael Tougri dans ce premier élément. Désormais, c'est à Réau, dans le Sanguier, que la cellule de crise de l'affaire Percoa est installée. Objectif, selon le gouvernement, être plus proche du site et suivre de près les actions de recherche et apporter un soutien aux familles. Si pour l'instant, aucun signe de vie des 8 travailleurs n'a été signalé, pour le porte-parole du gouvernement, il faut garder espoir. Ensuite, je pense que même les miniers n'ont pas eu signe de vie. Quand il y a eu donc l'inondation, je pense que l'eau a rempli les cavités et à partir de ce moment-là, les recherches ont commencé, qui est mis en place. Une question a été posée hier justement aux techniciens de la mine et aux responsables de la mine, à savoir si est-ce que les refuges ont été conçus pour supporter des formes d'inondation ou est-ce que les refuges ont été conçus pour supporter la pression en cas d'éboulement. La question revient à dire est-ce que la cavité est toujours étanche? Et donc la réponse qui a été donnée, c'est que la cavité normalement est étanche, mais vu le volume d'eau, est-ce que l'étanchéité est toujours de mise? Aujourd'hui, à la date où nous parlons, les techniciens n'ont pas pu nous confirmer cela. Le gouvernement a dit qu'il y avait une priorité, c'était cette course contre la montre-là, pour aller vite, pour retrouver nos 8 frères sains et saufs. Et là, tous nos efforts, toute l'attention est vraiment concentrée sur le travail de recherche qui se fait en cours, donc le travail de pompage. La question des salaires des membres de l'exécutif burkinabé posée au porte-parole du gouvernement. Sur quelle base les ministres sont-ils rémunérés? Lionel Bilgo va d'emblée laisser entendre qu'aucun ministre n'a négocié son salaire puisque l'un des défis du gouvernement actuel est d'arriver à réduire le train de vie de l'État. Sur quelle base sont payés les membres du gouvernement? Est-ce que c'est au cas par cas? Non, ce n'est pas au cas par cas. Aucun membre du gouvernement n'a négocié sur la base en fait de ses estimations personnelles sa rémunération. C'est un travail méthodique qui a été réalisé avec un comité donc piloté par le secrétariat général, la primature, mais aussi avec les services financiers pour justement trouver une base non seulement légale, mais aussi une base légitime. Tout ceci pour dire à quel point le gouvernement est soucieux en fait de la réalité que traverse notre pays et partant de là, le
le travail gouvernemental se fait sur la base en fait du respect, en tout cas, des deniers publics, mais aussi de la volonté de réduire le train de vie de l'État. Le Conseil des ministres de ce 6 mai a adopté le plan d'action de transition sur la période 2022-2025. En adoptant ce plan d'action de transition selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, le Burkina Faso dispose désormais d'un instrument central d'opérationnalisation des actions du gouvernement et de la transition. En reste dans le cadre du Conseil des ministres, la crise ukrainienne avec son voisin russe a des répercussions sur le coût des engrais. Selon le constat fait par le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, le prix des engrais est passé du simple au double, parfois même au triple. Le gouvernement va devoir faire plus d'efforts pour venir en aide aux producteurs de coton. L'or blanc est le deuxième produit d'exportation du Burkina Faso. Pour ce faire, le gouvernement va subventionner pour cette saison agricole 2022 le prix des engrais à hauteur de 72,8 milliards de francs CFA. On écoute ensemble le ministre du Commerce au micro de Michael Toukri. À titre d'exemple, pour la campagne agricole 2020-2021 et disons 2021-2022, les engrais en provenance de la Russie représentaient 17% des engrais utilisés par nos cotonculteurs. Et si on se retrouve face à des difficultés d'approvisionnement venant de cet important exportateur, il est évident qu'il y a des difficultés. Du coup, les prix ont flambé. Pour certaines catégories, les prix ont pratiquement triplé. À titre d'exemple, hors subvention, le prix du NPK 50 le sac de 50 kg serait à environ 35 000 francs CFA. Le gouvernement a décidé de le subventionner pour que le sac soit vendu aux cotonculteurs à crédit à 16 000. Le prix de l'urée, 50 kg, serait vendu à plus de 37 000 sans subvention. Le gouvernement a décidé également de le subventionner pour qu'il soit vendu à crédit à nos cotonculteurs à 16 000. Le prix du traitement insecticide classique pour 1 hectare serait en gros 6 000. Et le gouvernement a décidé de le subventionner pour que ce traitement soit vendu à 3 800. Et enfin, l'insecticide de spécialité est subventionné pour que le traitement à l'hectare soit effectué à 7 000 francs CFA. Cet ensemble-là, donc, ces différents efforts amènent le gouvernement à subventionner pour 72,8 milliards de francs CFA la filière coton pour la campagne 2022-2023. Mais l'objectif, c'est d'encourager nos producteurs à produire davantage et ce qui va permettre aussi d'avoir un impact sur les économies locales, sur l'économie nationale et sur toute la chaîne de valeur. Hier 5 mai, une délégation du gouvernement burkinabé était à Réau, chef-lieu de la province du Sangué, où elle a rencontré les familles des victimes, des mineurs coincés sous les galeries de la mine de Perkoa et les responsables de la mine dans la ville de Réau. La délégation a également procédé à l'installation du comité de crise afin de suivre de plus près les travaux de recherche. 3 ministres formaient cette délégation, le ministre Basson Mabazié de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le ministre Jean-Alphonse Sommet des mines et des carrières et le ministre Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement. Les détails de Mamidriana Kamabou et Serge Kabouré. 3 semaines déjà que 8 employés sont bloqués dans la partie souterraine de la mine de zinc de Perkoa. C'est donc en vue de constater l'avancement des travaux que la délégation gouvernementale s'est rendue sur le site. Cette seconde visite gouvernementale a été également l'occasion de rencontrer tous les acteurs impliqués que sont le gouvernement, les familles des victimes et les responsables de la mine. Des rencontres qui les ont, selon le porte-parole du gouvernement, permis d'être sur la même longueur d'onde quant aux informations relatives à l'avancement des travaux de recherche et de sauvetage. Ce n'est plus une question de Perkoa, c'est une question du Burkina Faso. Les vies qui sont sous terre nous importent beaucoup plus
que tout le reste. Et donc c'est cette solidarité, cette union d'action, cette même vision commune que nous partageons, non seulement avec les mamans des familles, avec les acteurs de la mine, mais aussi avec les chefs coutumiers de la localité. Parce que ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler rapidement à trouver nos 8 frères. Mais dans cette course contre la montre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a également quelques différends, mais que nous pouvons régler par la suite. La délégation gouvernementale, à l'issue de son constat sur la mine, a déploré la lenteur des travaux de recherche. Cependant, le porte-parole du gouvernement rassure que des moyens supplémentaires et plus performants sont attendus incessamment et permettront d'accélérer les travaux. Jusqu'aujourd'hui, la distance pour atteindre justement la cavité qui héberge en tout cas nos 8 frères est encore un peu plus long. Et donc du coup, grâce au matériel qui arrive, et nous espérons le plus rapidement possible, en tout cas nous mettons tout en œuvre avec les acteurs de la mine pour que cela soit très rapide, nous espérons pouvoir pomper le maximum d'eau possible et de retrouver nos frères. Lionel Bilgo a par ailleurs indiqué que les familles des victimes et les membres du gouvernement peuvent se rendre sur le site pour suivre l'avancement des travaux. Et en vue de suivre de plus près les efforts de recherche, la délégation gouvernementale a procédé à l'installation du comité de crise à Réau. Retour à Ouagadougou, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC était en assemblée générale ordinaire hier à Ouagadougou. Il s'agissait de la 22e assemblée générale ordinaire du réseau qui a procédé au renouvellement de son bureau exécutif et à l'examen de la situation des organisations non à jour de leurs cotisations. Également, il était question de l'adoption du projet du rapport d'activité et du financement des commissaires aux comptes. L'un des faits majeurs de cette assemblée générale est la reconduction de Sagadou Nakanambo au poste de secrétaire général du RENLAC. Mamitria Nakamabo. Composé de 8 membres, ce nouvel exécutif sera à la tête du réseau national de lutte anticorruption RENLAC pour les 3 prochaines années. Ils ont été élus au cours de cette 22e assemblée générale ordinaire de la dite structure. Un second et dernier mandat pour le secrétaire exécutif qui affiche déjà ses nouveaux chantiers dans la lutte anticorruption. L'un des défis que nous avons fortement identifié, c'est d'opérationnaliser le centre de formation et de recherche anticorruption et le centre de documentation pour pouvoir agir sur la jeunesse, sur les nouveaux travailleurs et pour pouvoir agir sur les femmes. En tout cas, nous avons entrepris d'opérationnaliser et de mettre en œuvre ce centre-là et ces 2 centres-là. Malgré l'impact négatif de la crise sécuritaire sur ses activités, le RENLAC a pu mener au cours de l'année écoulée 210 activités de sensibilisation qui ont touché environ 16 000 personnes dans 50 communes, 24 provinces et 11 régions. Le réseau a également poursuivi ses actions judiciaires contre la corruption et la malgouvernance. Au total, 34 dossiers judiciaires, dont 13 nouveaux, ont été suivis durant l'année 2021. Nous avons pu les traiter et nous avons pu faire des saisines administratives et nous avons pu résoudre certaines questions. Bien sûr, cela ne fait pas le bonheur de tout le monde. Quand nous épinglons quelqu'un qui a opéré un malade qui est décédé dans le noir et qu'on le prive de sa liberté, pour nous, notre objectif, ce n'était pas de le priver de sa liberté, mais c'était que ces genres d'actions-là cessent. Et dans la perspective de renforcer son action judiciaire contre l'impunité des crimes économiques, le RENLAC a mis en œuvre depuis janvier 2022 un nouveau projet intitulé Tous debout contre les crimes économiques au Burkina Faso. Un projet qui a une durée de 2 ans. L'objectif de ce projet est de susciter la prise de sanctions contre les auteurs de la corruption. Réunis autour de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV, les promoteurs de télévision privés ont rencontré le Conseil supérieur de la communication CSC ce vendredi 6 mai 2022. Objectif, faire le point de la situation qui les oppose à la SBT, Société burkinabé de télédiffusion, après le moratoire de 3 mois qui leur avait été accordé. Serge Kabouré.
Le 9 décembre 2021, la société burkinabé de télédiffusion procédait à la suspension des signaux de 9 chaînes de télévision privées. Avec l'implication du Conseil supérieur de la communication CSC et la médiation du ministère en charge de la communication, les signaux furent rétablis avec un moratoire de 3 mois. Ce délai étant arrivé à expiration, les différents acteurs composés de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV et du CSC se sont retrouvés ce vendredi afin de faire le point et envisager la suite pour un dénouement heureux de cette situation. À l'issue de ces 3 mois de moratoire, il s'agit pour nous de faire un point avec les éditeurs de services télévisuels, surtout parce que la SBT nous a interpellés par rapport à un certain nombre d'aspects pour lesquels ils n'ont pas été totalement satisfaits. Donc le lieu pour nous de pouvoir les interpeller sur l'effort minimum à faire, notamment pour le paiement des redevances qui sont nécessaires au fonctionnement de la SBT. Parce que pour le régulateur, il ne s'agit ni de soutenir la SBT, ni de soutenir les éditeurs télévisuels, mais c'est de permettre que les Burkinabés reçoivent les signaux télévisuels. Sur les différents montants à payer par les éditeurs télévisuels, les lignes ont commencé à bouger, même si selon le vice-président du CSC, des efforts restent encore à faire. C'était accordé sur des montants à payer par les éditeurs télévisuels. Il y en a qui ont pu respecter l'ensemble de l'engagement sur les 3 mois. On les félicite, on salue cet effort qu'ils ont fait. Il y en a qui ont pu faire une partie et qui n'ont pas totalement, qui n'ont pas bouclé l'ensemble du montant à payer de 3 millions par mois. Et on les interpelle, on leur demande de faire cet effort-là, de pouvoir compléter ce qui reste à payer. Et il y en a qui n'ont carrément pas pu payer quelque chose. À eux également, on demande de faire un effort pour payer quelque chose. Du côté de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV, l'on évoque la situation économique vécue par les différentes chaînes de télévision privées. Le fond du problème, c'est la réalité socio-économique des médias. Il se trouve que nous avons près de 18 chaînes de télévision pour un marché publicitaire télé de moins de 5 milliards. Sur d'autres cieux, vous avez pratiquement 11-12 milliards pour peut-être 5 chaînes de télévision. Donc peut-être que même à la base, en termes de réflexion pour pouvoir accorder la licence au niveau du CSC, les choses n'ont pas été suffisamment mûries en termes de réflexion. Autrement dit, on aurait pu à ce niveau savoir le nombre de chaînes de télévision, le nombre de médias qui peuvent tenir sur le marché. Et en ce moment, on serait moins en proie à ce genre de difficultés aujourd'hui. À noter que ce bras de fer oppose depuis 3 années l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV et la société burkinabé de télédiffusion SBT. Le moratoire de 3 mois donné à UBS TV étant arrivé à expiration, les yeux de la SBT sont donc désormais rivés sur les promoteurs de chaînes de télévision privées. Et puis en marge de la journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée chaque 8 mai, une session de formation en premier secours a été organisée les 3 et 4 mai 2022 par la Croix-Rouge burkinabé au profit des hommes de médias. Ce sont entre autres des modules liés aux gestes de premier secours sur des victimes inconscientes, la réanimation cardio-pulmonaire et le dégagement d'urgence, ainsi que les aptitudes à adopter en cas d'incendie qui ont été dispensées à une dizaine de journalistes. On reste avec Serge Kabouré. Consacrés à la quête permanente de l'information pour les populations, les journalistes sont souvent témoins d'accidents nécessitant une prise en charge urgente avant l'arrivée des premiers secours. C'est dans un tel contexte que la Croix-Rouge burkinabé, en marge de sa journée mondiale, a initié les 3 et 4 mai une session de formation en premier secours à l'intention d'une dizaine de journalistes. Nous savons que ces hommes et ces femmes-là sont souvent exposés à certains risques ou peuvent être témoins de victimes. Donc c'est bon de pouvoir renforcer leur capacité pour eux-mêmes, pour pouvoir pratiquer les gestes de secours, mais également pour leur entourage et dans le cadre aussi de l'exercice de leurs fonctions où ils peuvent être amenés à secourir des gens sur le terrain. Cette formation en secourisme permettra aux hommes de médias d'adopter des gestes qui pourraient permettre de sauver des vies. Pour cette formation, le contenu, c'est essentiellement les gestes qui sauvent. Et qui dit gestes qui sauvent, parle de tout ce qu'il y a
comme technique qu'il faut utiliser pour administrer les premiers soins à une victime qui est dans les besoins. Et concrètement, il s'agit d'apprendre aux journalistes et aux communicateurs ce que c'est que l'évaluation des risques et les moyens de secours. Également d'apprendre aux journalistes à protéger, donc c'est un des thèmes, la protection, à faire le bilan et la surveillance, à apprendre également à faire face à une victime inconsciente qui respire, une victime inconsciente également qui ne respire pas, et également à apprendre aux journalistes comment faire face à une victime qui saigne abondamment. À cela s'ajoute le cas d'une victime qui s'étouffe, qui se plaint de malaise et qui est face à un traumatisme. Toute chose qui, à l'issue de la formation, est bien appréciée du côté des participants. C'est vrai que pendant 2 jours, nous avons participé à une formation sur les gestes de premier secours organisée par la Croix-Rouge burkinabé. Durant ces 2 jours, nous avons appris comment réagir quand on est face à une victime qui est inconsciente, qui respire ou qui ne respire pas. On a appris les gestes à apporter en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. En cas également de brûlure, on nous a montré comment il faut réagir, ou quelqu'un qui a un membre fracturé, comment réagir, et même face au risque, au gaz, comment réagir. En tout cas, on a appris beaucoup de choses durant ces 2 jours. Créée en 1961, la Croix-Rouge burkinabé est implantée dans les 45 provinces du pays à travers des comités provinciaux. Elle contribue à soulager les souffrances des populations, à protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés ou d'autres situations de violence. Les étudiants burkinabés observent une grève de 48 heures ces 5 et 6 mai pour protester contre le rejet de plus de 5000 dossiers de prêts et d'aides fournaires, mais aussi pour exiger l'annulation des décisions portant définition des conditions et modalités d'octroi du prêt et de l'aide fournaire. C'est le 3e mouvement d'humeur après ceux du 21 février et la grève des 9 et 10 mars dernier. Mais que sait-on exactement du FONER, Fonds national pour l'éducation et la recherche, qui suscite tant d'engouement pour les étudiants? Sans autre commentaire, rappel historique des faits avec Maxime Jean-Yves Bambara. Instauré depuis l'année académique 1993-1994, le prêt FONER, Fonds national pour l'éducation et la recherche, a pour mission, entre autres, d'attribuer des aides et des prêts aux étudiants pour des études et pour la formation, mais aussi de participer au perfectionnement des personnels de l'enseignement et de la recherche. Il couvrait au départ un effectif de 993 étudiants bénéficiaires, un effectif qui va considérablement évoluer pour atteindre plus de 9000 étudiants entre 2015 et 2016. Mais ce nombre aujourd'hui est estimé entre 60 000 et 70 000 étudiants répartis dans les différentes universités du pays. 2 types de formules existent. Le premier, appelé prêt d'études, met à la disposition de l'étudiant bénéficiaire 225 000 francs CFA par an. Le deuxième, prêt de laboratoire, est destiné aux étudiants des cycles master et doctorat pour un montant qui varie entre 300 000 et 500 000 francs CFA par an selon les domaines de spécialisation. Le prêt FONER est remboursable avec un taux d'intérêt simple de 3% après l'obtention d'un emploi permanent. Mais le recouvrement de ces prêts reste un véritable défi pour la direction générale du FONER. La sensibilisation des créanciers et des employeurs reste jusque-là le principal moyen de recouvrement de la dette. Contrairement aux prêts, l'aide FONER est non remboursable. Elle a été instaurée au cours de l'année académique 1996-1997. Elle couvre les 3 années de licence pour permettre aux étudiants d'évoluer dans de meilleures conditions. Le taux actuel de l'aide est de 175 000 francs CFA par an. Depuis le jeudi 21 avril 2022, les critères d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants ont été revus. L'âge limite pour les nouvelles aides est fixé à 26 ans et la moyenne requise pour le renouvellement passe de 5 à 7 sur 20. Par ailleurs, les étudiants inscrits dans les universités privées, ainsi que ceux dont le cumul annuel du revenu des parents est supérieur à 10 millions de francs CFA, ne sont plus éligibles à l'aide. De 3%, le taux de remboursement pour le prêt passe à 6%. Des modifications de critères jugés suicidaires par le monde universitaire. Les conditions et les modalités d'octroi de ces allocations ont du reste toujours été au centre des revendications estudiantines. Le 21 février dernier, des étudiants en grève avaient investi les locaux de la direction générale du FONER pour protester contre le rejet de plus de 5000 dossiers de prêts et d'aides.
Un rejet que la directrice générale du FONER a expliqué par l'insuffisance des ressources et les dossiers incomplets dus au chevauchement des années académiques. Le 7 mars, l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEP a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures les 9 et 10 mars pour exiger la prise en compte des dossiers rejetés et l'annulation des décisions portant définition des conditions et modalités d'octroi du prêt et de l'aide FONER aux étudiants des universités publiques et privées conventionnées. Après avoir tenu leur assemblée générale le 28 avril dernier, ils décident d'une autre grève de 48 heures les 5 et 6 mai pour les mêmes motifs. À quand le dénouement de ce bras de fer? La question reste posée. Canal Plus Burkina a reçu pendant un mois et demi des stagiaires venus du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Cette offre de stage dont ces étudiants ont bénéficié est à sa 2e édition et a permis sans doute aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. La cérémonie de fin de stage est intervenue ce 4 mai 2022 à Ouagadougou. Le reportage de Adriane Djigmde, Maxime Jean-Hugues Bambara, commenté par Serge Kabouré. Ils étaient au nombre de 10 étudiants inscrits en électronique industrielle au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré à recevoir leur attestation de fin de stage, matérialisant ainsi la fin de 45 jours d'apprentissage pratique au sein de Canal Plus Burkina. Heureux d'avoir bénéficié de ce stage, les étudiants disent avoir acquis des connaissances pratiques qui leur permettent de compléter celles théoriques reçues en classe. Grâce à ce stage, nous avons pu actuellement, je peux dire qu'actuellement maintenant nous sommes en mesure de faire des installations, de réparer des décodeurs. Nous avons fait les bipages. Donc Canal Plus nous a apporté beaucoup de choses aussi. Y compris on nous a permis de pratiquer ce qu'on a eu à faire à l'école. Et plus, ils nous ont ajouté encore un bonus durant la formation. Pour le directeur général de Canal Plus Burkina, offrir ce type de stage aux jeunes répond à la vision de la société d'accompagner à travers le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi les jeunes dans leur formation. C'est un partenariat qu'on fait avec la jeunesse et à ce titre-là, je remercie la représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. C'est un partenariat qu'on fait avec la jeunesse donc pour pouvoir aider des jeunes à s'insérer, à travailler, à découvrir la vie professionnelle et puis c'est aussi le début d'une relation puisque avec certains jeunes la relation continue puisque derrière nous continuons de travailler avec eux de manière pérenne pour des mois et des années sur l'ensemble des sujets techniques qu'on peut avoir. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, quant à lui, dit être disposé à appuyer les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle. Nous sommes toujours là pour tous ceux qui voudront éventuellement pouvoir entreprendre. Le ministère dispose de 3 fonds de financement. Ils pourront venir et selon les conditions, pourquoi pas s'installer à leur compte. Ce stage dont ont bénéficié les étudiants du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré est le fruit d'une collaboration entre le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi avec Canal Plus Burkina. Et pour terminer ce soir, la 28e journée de la Ligue 1 Lonabé promet du spectacle avec le derby très attendu de l'étoile filante de Ouagadougou et l'Asfayenenga ce dimanche 8 mai. En conférence de presse d'avant-match, les différents entraîneurs ont montré leur intérêt de remporter cette rencontre qui pourrait les rapprocher du titre. D'autres matchs sont également au rendez-vous, tels que le face-à-face AS Police et AS Onabel, occupant respectivement la 9e et la 10e place. Yassine Sawatko. Le match retour du Grand Derby opposant l'Asfayenenga à l'EFO, encore appelé le Fasico, anime le quotidien des amoureux du ballon rond à 2 jours de la rencontre. L'étoile filante de Ouagadougou, 3e au classement, croise les crampons face à son éternel rival l'Asfayenenga, 2e au classement. Ce derby, très bien attendu par le public sportif burkinabé, est prévu pour ce dimanche à 16h. Malgré la baisse du rythme de la vieille dame, le faux se veut prudent. Il n'y a pas de bon moment comme ça pour croiser un adversaire. Ils peuvent se ressourcer. Ces 2 déconvenus-là peuvent leur permettre de réajuster beaucoup de choses, de présenter un autre visage. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas, surtout que nous on arrive en se disant que bon, l'ASFA est affaibli, l'ASFA traverse des moments difficiles, ça va aller, ça va être une grosse erreur. Nous on affronte une équipe qui est première du championnat.
Donc on prend les dispositions nécessaires pour faire face. Ils ont des joueurs qui ont du talent, la soirée c'est la soirée. Parce que ce match, à soi, je sais que ça sera un grand match. Même si la soirée va trébucher, comment à elle il faut, en tout cas, il va faire sauter un autre visage. Donc on est conscient et puis on se prépare pour le match. Du côté de l'encadrement technique de l'ASFA Nyenenga, l'on dit être dans une bonne dynamique pour remporter le gain du match. Selon les perspectives de son entraîneur adjoint Salif Sanou, la Coupe du Faso ira à l'EFO et le championnat pour l'ASFA Nyenenga. Nous on est positifs. On se dit qu'avec le travail, l'abnégation, ça aide souvent. Donc on est toujours dans la dynamique positive de pouvoir faire un bon match et de gagner. L'ASFA à un moment donné, puisque ce n'était pas un choix volontaire, c'est ça, il dit, c'est Dieu même qui a fait ce partage. Il a donné la coupe à l'EFO et puis il nous a réservé le championnat. Tous je rêve de jouer ce genre de match. Si vous parlez de pression, il n'y a pas de pression à l'ASFA. Et depuis le mardi à l'entraînement, tout le monde se bat pour avoir la chance de jouer ce genre de match. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer un derby. L'équipe qui aura la chance de concrétiser ces occasions va gagner ce match. Puis ce sera un match ouvert. Je ne pense pas que l'EFO est venu pour défendre, tout comme l'EFO aussi. Et tout comme l'ASFA, pardon. Puis pour être champion, il faut gagner tous les 3 matchs. Donc c'est pareil pour eux aussi, donc ce serait un match ouvert. D'autres matchs sont également au programme de cette 28e journée. L'AS Sonabel, 10e au classement, affronte l'AS Police, 9e, avec le même nombre de points. À cette conférence de presse, les deux équipes ont toutes montré leur envie de gagner pour assurer le maintien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour un nouveau tour de l'actualité. D'ici là, prenez toujours soin de vous. Bonsoir.